Imaginez deux pays qui, pendant des décennies, s'échangeaient des ambassadeurs, partageaient du renseignement militaire et faisaient du commerce ensemble. Aujourd'hui, ces mêmes deux pays s'envoient des missiles. Comment en est-on arrivé là? C'est la question que je me suis posée récemment et qu'on va démêler ensemble. Avant 1979, l'Iran et Israël entretenaient des relations discrètes mais solides. Le Shah d'Iran, c'est-à-dire le roi, avant la Révolution, avait besoin d'alliés forts dans une région dominée par des pays arabes souvent hostiles à Téhéran. Israël, de son côté, appliquait une stratégie qu'on appelait la doctrine de la périphérie, s'allier avec les non-arabes de la région. L'Iran était parfait pour ça. Les deux pays échangeaient du pétrole iranien contre une expertise militaire israélienne. Leurs services de renseignement travaillaient ensemble. Et l'Iran était même l'un des premiers pays à reconnaître officieusement l'État d'Israël, en 1950. Avant même que la plupart des pays arabes le fassent. C'est l'un des grands paradoxes de l'histoire du Moyen-Orient. Deux pays aujourd'hui en guerre ouverte ont failli être des alliés durables. Comment est-ce arrivé? En 1979, une révolution renverse le Shah d'Iran. À sa place, arrive l'ayatollah Khomeini, un leader religieux chiite radical, avec une vision très précise du monde, l'Occident et l'ennemi, et Israël, qu'il appelle l'entité sioniste. Le nouveau pouvoir iranien rejette totalement Israël, soutient ouvertement la cause palestinienne, appelle à la disparition de l'État israélien. Aux yeux de l'Iran, Israël n'a pas le droit d'exister. À partir de là, les deux pays deviennent des ennemis idéologiques. Du jour au lendemain, l'ambassade d'Israël à Téhéran est fermée. Elle est remplacée par l'ambassade de l'OLP. C'est un symbole fort. En quelques semaines, un allié devient un ennemi idéologique. Pourquoi cette haine est-elle si profonde? Tout d'abord, d'un point de vue religieux, Khomeini considérait qu'Al-Quds, Jérusalem, est une terre sacrée de l'islam qui ne peut pas être sous contrôle juif. Sous l'angle géopolitique, soutenir les Palestiniens donnait à l'Iran un levier énorme dans le monde arabe et musulman, même si l'Iran est un pays perse et chiite, pas arabe. Et enfin, l'idéologie. L'Iran révolutionnaire avait besoin d'un ennemi commun pour unifier ses nouveaux alliés. Israël prend cette menace au sérieux, surtout quand l'Iran commence à développer un programme nucléaire. Pour Israël, un Iran nucléaire, c'est une menace existentielle. Pas une inquiétude abstraite, une menace de disparaître de la carte. L'Iran ne combat pas seul. Ils ont joué une partie d'échecs sophistiqués, chacun manœuvrant à travers des pays tiers. L'Iran a construit l'axe de la résistance, un réseau de groupes armés qu'il finance, entraîne et équipe tout autour d'Israël. La riposte israélienne, l'ombre et le silence. Pendant plus de 30 ans, ils mènent une guerre de l'ombre contre le programme nucléaire. Des scientifiques nucléaires iraniens assassinés, au moins 5 entre 2010 et 2022. Israël n'a jamais officiellement revendiqué. Le virus Stuxnet en 2010, un logiciel espion dévastateur qui a détruit physiquement des centrifugeuses sans tirer un seul coup de feu. Des frappes répétées en Syrie contre des convois d'armes destinés au Hezbollah. Des centaines d'opérations sur 10 ans. Tout bascule le 7 octobre 2023. Le Hamas, soutenu par l'Iran, lance l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Pour Israël, c'est la preuve que la stratégie défensive ne suffit plus. Il faut passer à l'offensive. Et pas seulement contre Gaza. Le 1er avril 2024, Israël bombarde une annexe du consulat iranien à Damas, en Syrie, tuant plusieurs hauts responsables iraniens. L'Iran riposte avec des frappes en Israël, appelées « Opération Promesse Honnête », le 13 avril. Israël mène ensuite des frappes de représailles limitées en Iran, le 19 avril. Israël répond. L'Iran réplique encore, en octobre 2024. Chaque camp teste l'autre, mesure ses forces, évalue ses défenses. Une ligne rouge vient d'être franchie. Celle qui séparait la guerre froide de la guerre réelle. 2024, Israël décapite l'axe de la résistance. Yahya Sinwar et Hassan Nasrallah sont tués. Succès militaire spectaculaire. En décembre 2024, la Syrie de Bachar al-Assad tombe. Un séisme régional. L'axe est à moitié détruit en quelques mois. Juin 2025. La guerre des 12 jours. Israël lance l'opération Rising Lion. Plus de 200 avions frappent une centaine de sites en Iran. Des installations nucléaires, des bases militaires, des centres de commandement sont touchés. L'Iran réplique violemment. Les États-Unis entrent dans la danse et bombardent les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Risque nucléaire majeur. Le monde retient son souffle. Un cessez-le-feu fragile est obtenu le 24 juin 2025. Mais personne ne croit vraiment que c'est fini. Le 28 février 2026, nouvelle offensive massive, opération Fureur épique. L'objectif déclaré est désormais de renverser le régime. Le guide suprême Ali Khamenei est tué dans les premières heures, mais la guerre n'est pas gagnée pour autant. L'Iran riposte avec des centaines de missiles. Le Hezbollah attaque. Le détroit d'Ormuz est bloqué.
Les prix du pétrole s'envolent. Nous sommes encore au cœur de ce conflit, en ce moment même. Pour résumer, avant 1979, Israël et l'Iran sont des alliés discrets sous le Shah. 1979, la révolution islamique transforme l'Iran en ennemi idéologique d'Israël. Décennie 1980-2020. Guerre de l'ombre, proxy, sabotage, assassinat ciblé. 2023-2024. Le 7 octobre et les mois Q. Bascule de la stratégie israélienne vers l'offensive. 2025-2026. Guerre directe ouverte. Programme nucléaire iranien ciblé. Régime sous pression maximale. La vraie question maintenant c'est, est-ce que le régime iranien peut survivre à cette pression militaire, économique et populaire? Et s'il tombe, qui prend le pouvoir dans un pays de 90 millions d'habitants, avec un programme nucléaire partiellement intact? Abonnez-vous pour comprendre les enjeux qui façonnent notre monde.